Et si la guerre moderne venait d'anéantir l'un de ses plus grands mythes, que la force brute et la technologie suffisent à garantir la victoire. Imaginez une citadelle réputée imprenable, cœur du Donbass, Avdeïevka. Pendant près de 10 années, l'Occident a investi dans ce bastion, érigeant des bunkers en béton, creusant des réseaux souterrains, fortifiant chaque immeuble, chaque usine. Des milliers de soldats aguerris, des kilomètres de tranchées et de galeries, tout semblait inébranlable. Pour les stratèges occidentaux, Avdeïevka était la preuve vivante que la puissance de feu, le blindage et la technologie de pointe pouvaient tenir tête à n'importe quelle attaque. Incarnation d'une doctrine défensive, elle symbolisait la supériorité matérielle et la certitude qu'aucun assaut ne franchirait ses lignes. Cette croyance n'est pas neuve. Déjà au XXe siècle, la ligne Maginot en France fut pensée comme un rempart définitif contre l'invasion. Pourtant, les Allemands la contournèrent en 1940, révélant la fragilité des fortifications face à l'innovation tactique et la mobilité. Mais soudain, en quelques semaines seulement, la forteresse s'est effondrée. Un séisme pour les états-majors. Les certitudes se sont dissoutes. La doctrine de la défense moderne s'est fissurée sous les yeux des experts internationaux. Ce choc rappelle d'autres effondrements inattendus dans l'histoire militaire, comme la chute de Singapour en 1942, alors considérée comme la Gibraltar de l'Est, prise en moins d'une semaine. Comment expliquer une telle déroute? Comment un bastion aussi préparé, aussi soutenu, a-t-il pu tomber si vite, alors que tout semblait jouer en faveur de ses défenseurs? Ignorer les leçons du choc d'Avdeïevka, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs stratégiques qui coûtent chaque année des milliers de vies, et ça pour la crédibilité des puissances militaires. Ce n'est plus seulement une question de tactique ou de matériel. C'est la sécurité, les budgets et la réputation de tout un continent qui vacille. Pour mesurer l'ampleur du bouleversement, il faut revenir à la genèse d'Avdeïevka, comprendre ce qui en faisait une forteresse unique et pourquoi sa chute marque un avant et un après dans la guerre moderne. Remontons aux origines d'Avdeïevka. Comment cette ville est-elle devenue le symbole d'une défense supposée inviolable? Les premiers indices du choc à venir s'y trouvent. Une ville changée à jamais, Avdeïevka, devenue forteresse de béton et d'acier. Pourquoi la croyait-on imprenable? Pour saisir l'ampleur de sa défense, il faut revenir à l'année 2014, lorsque la construction des fortifications a débuté sans jamais s'interrompre. Année après année, bunkers, tranchées, champs de mines et galeries souterraines ont tissé un véritable labyrinthe sur des dizaines de kilomètres. Ce dispositif rappelle les fortifications de Verdun, symbole de la résistance lors de la Première Guerre mondiale, où chaque mètre carré était défendu au prix du sang. Chaque rue, chaque immeuble, chaque usine s'est transformée en point d'appui militaire. Rien n'a été négligé. Postes d'observation, nids de mitrailleuses, abris anti-bombes se mêlaient aux habitations. Ici, la ligne de front se confondait avec la vie quotidienne, rendant chaque avancée ennemie à la fois risquée et coûteuse. Dans ces rues, l'on retrouvait la même atmosphère que dans Stalingrad, où civils et soldats partagèrent les mêmes ruines, rendant chaque maison un fortin potentiel. Au centre de cette forteresse, le complexe chimique Koksokim et les vastes zones industrielles servaient de citadelle dans la citadelle. Ces installations massives, renforcées à l'extrême, dominaient le relief et verrouillaient les axes stratégiques. Les traverser, ou simplement les réduire, imposaient des moyens colossaux et exposaient les assaillants à des pertes terribles. De tels complexes industriels défendus rappellent les batailles pour les usines d'Azovstal ou le tracteur Stalingrad dans la bataille de Stalingrad. La garnison d'Avdeïevka n'était pas composée de novices. Elle regroupait environ 15 000 soldats aguerris, forgés par des années de guerre dans le Donbass. Appuyés par des centaines de kilomètres de défense, de tunnels de communication et de dépôts masqués, ces hommes incarnaient l'élite des forces locales. Leur expérience évoque les défenseurs de Sébastopol lors du siège de 1942, eux aussi retranchés dans un réseau de fortifications impressionnantes. Pour les stratèges occidentaux, Avdeïevka n'était pas seulement un verrou. La ville servait aussi d'épée de Damoclès suspendue au-dessus de Donetsk, la capitale rivale. Les batteries d'artillerie et lance-roquettes postées dans la zone pouvaient frapper la ville voisine à tout moment,
maintenant une tension permanente et empêchant toute stabilisation durable. Cette capacité d'interdiction rappelle le rôle de l'artillerie allemande autour de Leningrad, qui maintenait un blocus meurtrier. Cette défense méthodique s'inspirait des leçons du XXe siècle. Solidité, profondeur des lignes et épuisement progressif de l'ennemi. À chaque assaut, la forteresse repoussait les vagues adverses, nourrissant le mythe de son invincibilité. Cette stratégie, déjà vue dans la guerre de Corée avec le triangle de fer, montrait ses limites quand l'ennemi s'adaptait plus vite. Mais croire qu'une telle fortification pouvait résister toujours, c'était ignorer les limites d'un modèle purement statique. Avdeïevka a prouvé une résilience hors norme, mais aussi révélé les impasses stratégiques quand la doctrine n'évolue pas avec la réalité du champ de bataille. C'est le même écueil que la ligne Siegfried, admirée mais finalement percée lors de l'offensive alliée. Sous-estimer la défense d'Avdeïevka, c'est manquer l'essentiel. La guerre moderne ne se décide plus seulement sur la robustesse des murs, mais sur l'agilité, la technologie et l'effet de surprise. C'est là que tout bascule. Pourtant, face à cette muraille, l'état-major russe n'a pas opté pour un assaut frontal. Ils ont préféré une approche méthodique, exploitant chaque faille du dispositif adverse. Comment cette stratégie a-t-elle permis de renverser la situation, remporter la victoire sans s'épuiser? Voilà le dilemme stratégique qui s'est imposé à Avdeïevka. Ici, la ruse valait mieux que la force brute. Face à des défenses rappelant les pires heures des guerres mondiales, lancer un assaut frontal aurait signifié un massacre certain. L'histoire militaire fourmille d'exemples où l'attaque frontale s'est soldée par un désastre, comme à Gallipoli en 1915 ou lors de la bataille de la Somme. Le commandement russe a alors opté pour une approche patiente. Encercler lentement la forteresse, couper ses artères une à une, étouffer la garnison plutôt que de la briser de front. Ravitailler, évacuer, même communiquer est devenu un défi pour les défenseurs, chaque route étant méthodiquement isolée. Cette stratégie rappelle l'encerclement de Stalingrad par les forces soviétiques qui ont coupé toute retraite à la 6e armée allemande. Cette stratégie de Anaconda a mobilisé tout l'éventail des moyens modernes. Renseignements, forces spéciales, drones, artillerie et aviation ont agi comme un organisme unique. Chaque progression était précédée de frappes chirurgicales, soutenues par une surveillance constante. Des dizaines de drones balayaient le ciel en permanence, jour comme nuit. C'est l'application concrète de la guerre en réseau, déjà expérimentée dans les conflits du Haut-Karabakh ou en Syrie, où la synergie entre les armes a fait la différence. La première fissure s'est ouverte au nord. La prise du Térékhon, gigantesque colline artificielle, a offert un contrôle direct sur toutes les routes d'approvisionnement ennemies. Ce n'était pas qu'un succès tactique, c'était le basculement du rapport de force. Bientôt, les défenses nordiques ont cédé, éteintes méthodiquement par des attaques nocturnes, des frappes guidées et des tirs d'artillerie ajustés en temps réel grâce aux drones. Cette séquence rappelle la prise de la colline du Mont Cassin en Italie, où le contrôle du relief a déterminé l'issue du siège. Au sud, la progression fut tout aussi acharnée. Les troupes russes, aguerries par des combats urbains antérieurs, ont avancé maison après maison, affrontant pièges et mines à chaque pas. Sapeurs en tête, l'infanterie, épaulée par chars et artillerie, s'est frayé un chemin dans ce dédale industriel. Ici encore, la coordination avec les drones, pour repérer, corriger, voire attaquer, s'est révélée décisive. Les combats urbains rappellent à Grozny en Tchétchénie, où chaque bâtiment devenait un champ de bataille miniature et où la supériorité technologique pouvait s'inverser brutalement. À chaque étape, l'intégration des technologies modernes fut cruciale. L'aviation, loin de se contenter de frappes massives, visait avec une précision chirurgicale les points vitaux du dispositif adverse. Cette maîtrise du ciel, alliée à une synchronisation parfaite des différentes unités, a lentement asphyxié la résistance. Ce mode opératoire s'inspire des campagnes israéliennes à Gaza, où chaque frappe est coordonnée en temps réel avec les forces terrestres. La leçon est implacable. Ignorer l'innovation tactique et l'intégration technologique, c'est condamner ses troupes à l'échec, même derrière les murs les plus solides. Les doctrines d'hier, figées dans le béton, n'ont pas tenu face à l'agilité et à la persévérance d'une force, sachant exploiter tous les outils de la guerre moderne. La chute de la ligne Hindenburg à la fin de la Première Guerre mondiale
illustre ce basculement, où l'innovation tactique a primé sur la seule force défensive. Mais cette victoire ne s'est pas jouée qu'avec des machines ou des plans. Au cœur de chaque manœuvre, il y avait aussi le facteur humain, capable de transformer la technologie en avantage décisif. Quand la forteresse devient piège, la fermeture du sac ne s'est pas jouée en un clin d'œil. Pendant des semaines, une stratégie patiente a été mise en place. Lorsque le dernier axe, l'industrial Dniprospekt, est coupé, tout bascule. Les défenseurs d'Avdeïevka se retrouvent soudainement pris au piège, coincés dans une nasse dont les mâchoires se referment lentement, mais implacablement. Cette situation rappelle la bataille de Korsoun, où les troupes encerclées ont tenté en vain de briser l'étau. La panique contamine les réseaux de communication ennemis. Les ordres se contredisent, chaque responsable tente de sauver ce qu'il peut, mais le chaos s'installe. L'effondrement du commandement devient flagrant. Certains officiers disparaissent, d'autres taisent la gravité de la situation à leurs supérieurs. Toute coordination s'évapore. Cette désorganisation rappelle la débâcle de l'armée française en 1940, où la confusion accéléra la défaite. Heure après heure, la réalité humaine s'aggrave. Les munitions s'épuisent, il n'y a plus de ravitaillement, chaque blessé pèse sur le moral. Les couloirs d'évacuation sont balayés par le feu, surveillés par les drones. Sortir, c'est risquer la mort ou la capture. Les témoignages font écho à ceux de Dien Bien Phu, où les défenseurs, privés de logistique, sombrèrent dans la démoralisation et la reddition. Des groupes tentent des percées désespérées, parfois à pied, parfois à bord de véhicules blindés. Presque tous sont repoussés ou anéantis. Face à l'impasse, certains commencent à envisager la reddition, rongés par la honte et la peur. La forteresse, hier encore symbole d'invincibilité, devient prison dont personne ne connaît la sortie. Ce dilemme moral se retrouve dans le siège de Port-Arthur, où la reddition était vécue comme une opprobre nationale. La lutte glisse alors sous terre. Dans les tunnels, véritables entrailles du complexe industriel, c'est un enfer rampant. Les soldats progressent à la lampe frontale, chaque mètre pouvant cacher une embuscade ou un piège improvisé. On parle de nettoyage systématique, mètre après mètre, sous la menace constante des explosifs et de l'ennemi acculé. Des scènes semblables ont été observées lors de la bataille de Marioupol, où les combats souterrains étaient quotidiens. Des témoignages affluent, images de déroute, champs jonchés de carcasses de véhicules, de munitions abandonnées, de casques sans propriétaire. La masse d'équipements accumulés pendant des années s'évapore en quelques jours. Le moral s'effondre, parfois soudainement, parfois par vagues. Des unités entières lèvent les bras, préférant la reddition à une résistance sans espoir. Cette dynamique de capitulation de masse rappelle la fin de la bataille de Berlin, où l'effondrement psychologique précéda la défaite militaire. C'est la désintégration, non seulement d'une ligne de défense, mais d'une certitude. L'encerclement ne se résume pas à un fait militaire. Il broie les volontés, pulvérise les convictions, dissout la cohésion. Le visage de la guerre en sort irrémédiablement transformé. Pourtant, cette victoire n'est ni fortuite, ni seulement le fruit de la force brute. Elle découle d'une mutation profonde du modèle militaire russe. Une évolution tactique et technologique dont Avdeïevka n'est que le premier révélateur. Mais ce bouleversement soulève une question cruciale. Quelles sont ces mutations qui ont rendu possible l'impossible ? Comprendre leur nature est désormais vital pour éviter d'être dépassé par la nouvelle guerre qui s'annonce. La victoire n'est plus une affaire de puissance brute, mais d'intelligence stratégique. La prise d'Avdeïevka l'illustre, ce bastion jugé imprenable a cédé non sous les coups directs, mais face à une méthode fondée sur la ruse et l'innovation technique. Cette évolution fait écho à l'émergence de la Blitzkrieg allemande, qui a balayé les fortifications statiques par la vitesse et la coordination. Le cœur de l'opération Anaconda réside dans son usage virtuose du renseignement et du contrôle du champ de bataille. Chaque drone, chaque émetteur radio, chaque capteur était relié à une chaîne de commandement agile. À tout moment, les mouvements ennemis étaient surveillés, anticipés, puis frappés avec une précision chirurgicale. Plus besoin de sacrifier inutilement des hommes dans des assauts frontaux. Cette doctrine s'apparente à la guerre centrée sur les réseaux, appliquée par les armées américaines
lors de la Seconde Guerre du Golfe. Ce succès démontre un bouleversement des règles. La technologie n'est rien sans la capacité à l'intégrer dans une doctrine souple. Les Russes ont adapté leur plan en continu, exploitant chaque faille, refusant la routine et l'inertie des schémas classiques. L'adversaire, lui, est resté prisonnier de procédures rigides, sourd aux signaux du terrain. Cette adaptation dynamique rappelle les méthodes des forces spéciales occidentales, capables d'improviser à chaque instant. Sous-estimant la manœuvre adverse, il a misé sur l'épaisseur des murs, le prestige d'armes occidentales, pensant que la masse suffirait à tenir. Mais la supériorité, désormais, se joue dans l'art de relier tous les capteurs, toutes les armes, tous les cerveaux d'une armée mobile. Les guerres d'Afghanistan et d'Irak ont montré que la capacité à fusionner renseignements et actions rapides pouvait déjouer des défenses massives. La clé, c'est l'autonomie tactique des chefs sur le terrain. Libérés des carcans, ils ont exploité chaque brèche, coordonné frappes et renseignements, agissant à la vitesse de la décision. Cette autonomie, nourrie par la confiance et l'accès à l'information, a transformé le rythme de la bataille, épuisant un adversaire figé. Ce principe est au cœur du succès israélien lors de la guerre des 6 jours, où l'initiative individuelle fut décisive. L'effondrement d'Avdeïevka n'est pas un simple revers. C'est un signal d'alerte lancé à toutes les armées. Investir dans le béton ou dans les arsenaux ne suffit plus. Il faut penser en réseau, bouger, s'adapter en permanence. Seuls survivront ceux qui relient innovation, souplesse et initiative. Les armées scandinaves, par exemple, forment leurs soldats à la prise d'initiative et à la flexibilité, en complément de leur maîtrise technologique. Rester sourd à cette leçon, c'est risquer de perdre demain, même avec les équipements les plus coûteux. L'avenir appartient à ceux qui osent changer leur façon de penser et d'agir. Refuser l'adaptation, c'est déjà accepter la défaite. Mais ce n'est pas uniquement sur le terrain que le choc se fait sentir. La bataille d'Avdeïevka redéfinit aussi l'équilibre stratégique mondial. Pour les états-majors, l'heure est à l'inventaire brutal des certitudes et des illusions. Des exercices militaires récents, comme Defender Europe, montrent que les doctrines occidentales sont en pleine révision à la lumière de ce qui s'est passé dans le Donbass. La chute d'Avdeïevka n'est pas un simple épisode. Elle marque l'ouverture d'un nouveau chapitre sur le front européen. En moins d'une année, cette forteresse que l'on pensait inviolable a été lentement vidée de sa substance. Ce n'est ni la supériorité numérique, ni la brutalité des assauts répétés qui ont emporté la décision, mais la précision d'un encerclement, la rupture patiente des lignes logistiques et l'orchestration discrète de technologies émergentes. Cette transformation stratégique évoque la montée en puissance des armées chinoises qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle et la guerre électronique. La démonstration est implacable. Les défenses statiques, même renforcées par l'ingénierie occidentale et l'équipement dernier cri, ne résistent plus à une adversité capable d'adaptation et d'innovation. Moscou, en misant sur la synergie entre drones, artillerie, renseignements et manœuvres coordonnées, a imposé une révision brutale des certitudes stratégiques. Les think tanks européens, tels que l'Institut international d'études stratégiques, s'interrogent désormais sur la pertinence de leur modèle d'investissement militaire. Ce choc oblige l'Occident à repenser ses schémas. Croire que l'on pourra tenir le terrain avec des bastions fortifiés et des doctrines figées, c'est s'enfermer dans une spirale d'échecs ruineux. L'expérience d'Avdeïevka l'illustre sans appel. Désormais, l'agilité, la fusion technologique et la capacité de remise en question seront les nouveaux piliers de la guerre moderne. Les armées devront investir dans la formation interarmes, le développement des réseaux de capteurs et la refonte de la chaîne de commandement pour favoriser l'initiative. Négliger ce signal, c'est risquer de dilapider des milliards dans des programmes d'armement inadéquats, de gaspiller des années à préparer des batailles d'hier et de voir sa voix s'affaiblir sur la scène internationale. Les conséquences ne sont plus seulement militaires, elles engagent l'économie, la réputation et jusqu'à la cohésion des sociétés concernées. Les exemples du Vietnam et de l'Afghanistan montrent comment l'obstination à croire à des recettes dépassées peut miner la légitimité d'un pays. Désormais, chaque stratège, chaque décideur, chaque citoyen informé doit s'interroger.
Sommes-nous prêts à abandonner nos vieux réflexes pour survivre dans ce nouvel ordre tactique? Refuser de s'adapter, c'est accepter d'être balayé dès la prochaine secousse. Avdeïevka doit être une alerte, mais aussi le point de départ d'une transformation active. Car demain, d'autres bastions, d'autres convictions, pourraient s'effondrer avec la même soudaineté. Que faire alors, concrètement, pour éviter de reproduire ce scénario? Plusieurs pistes se dessinent pour les états-majors et les sociétés. Premièrement, investir massivement dans la formation des chefs de terrain à la prise d'initiative et à l'adaptabilité. L'exemple des armées nordiques, où chaque soldat est formé à devenir chef en cas de besoin, illustre la puissance d'une culture de la responsabilité. Deuxièmement, accélérer l'intégration des technologies émergentes. Les drones, l'intelligence artificielle, les réseaux de communication sécurisés doivent être pensés non comme des gadgets, mais comme des outils centraux du commandement moderne. La guerre du Haut-Karabakh en a été la preuve éclatante. L'armée la plus flexible et la plus connectée a remporté la victoire. Troisièmement, revoir en profondeur la doctrine de défense. Plutôt que de multiplier les forteresses, il s'agit de privilégier la mobilité, la dispersion et la capacité de se regrouper ou de se replier. Les manœuvres militaires suisses, basées sur la flexibilité et la capacité à se fondre dans le terrain, sont un exemple inspirant. Quatrièmement, renforcer la culture du renseignement partagé. Chaque unité, du fantassin au chef de corps, doit disposer d'informations en temps réel et pouvoir les exploiter sans attendre des ordres venus de loin. Les armées israéliennes ont fait de cette horizontalité un atout décisif. Enfin, il s'agit de réconcilier la société civile et la réflexion stratégique. Les entreprises technologiques, les universités, les centres de recherche doivent être associés à la réflexion sur la sécurité. L'exemple américain du programme DARPA, qui a donné naissance à Internet et à de nombreux outils militaires, montre la puissance d'une synergie civilo-militaire. En conclusion, la chute d'Avdeïevka n'est pas seulement le symbole d'un échec, mais le point de départ d'une prise de conscience. La guerre moderne ne pardonne ni la routine, ni l'arrogance technologique, ni l'inertie mentale. Elle récompense l'agilité, la créativité, la formation continue et la capacité à apprendre plus vite que l'ennemi. L'histoire retiendra peut-être Avdeïevka comme Verdun ou Singapour. Non pour la force de ses murs, mais pour la leçon d'humilité stratégique qu'elle impose à notre époque. La question n'est plus de savoir si d'autres forteresses tomberont, mais qui saura se transformer à temps pour survivre dans la tempête. À chacun, désormais, de choisir son camp, celui du changement ou celui de l'obsolescence.